Mon mari avait disparu depuis 3 ans et sa famille m'a jeté hors de la maison avec pour seul bien les vêtements que nous portions sur le dos. Ma belle-mère a dit, tu ne fais plus partie de la famille. Dégage. Mon beau-père a attrapé mes sacs et les a jetés dans la rue. Ne reviens jamais. Ma belle-sœur m'a giflé violemment. Il vous a probablement refilé à nous. Mon beau-frère a poussé ma fille de 6 ans dans les escaliers. Prends ta morveuse avec toi. Ils ont refermé la porte en riant tandis que nous restions là, sans abri. J'attendais le bus avec ma fille sous la pluie quand ma tante a soudainement déboulé dans une voiture de luxe et a dit « Montez vite. J'ai quelque chose d'important à te dire. » La pluie tombait à verse en cette soirée d'octobre, trempant mon fin gilet en quelques secondes. Ma fille Maisie se serrait contre ma jambe, son petit corps tremblant de froid alors que nous nous tenions à l'arrêt de bus de Peterton Avenue. Nos 2 valises gisaient dans une flaque d'eau à proximité, tout ce que nous possédions réduit à ce que j'avais réussi à attraper dans ces 15 minutes frénétiques avant que la famille de Gérald ne nous expulse physiquement du seul foyer que ma fille ait jamais connu. 3 ans. Pendant 3 ans, j'avais attendu que mon mari rentre à la maison, m'accrochant à l'espoir comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois flotté. Gérald était parti pour un voyage d'affaires à Seattle et s'était tout simplement volatilisé. Sa voiture de location avait été retrouvée abandonnée sur une aire de repos près de Portland, son portefeuille et son téléphone à l'intérieur, mais aucune trace de lui nulle part. La police a enquêté pendant des mois avant de classer discrètement son dossier au fond de leur armoire. Sa famille m'en a blâmé, bien sûr. Il l'avait toujours fait. Maisie a éternué et je l'ai serré plus fort contre moi, essayant de la protéger du vent avec mon corps. L'horaire de bus affiché derrière un plastique fissuré indiquait que le prochain arriverait dans 40 minutes. 40 minutes à rester debout sous ce déluge avec une fillette de 6 ans qui venait de se faire pousser dans des escaliers en béton par son propre oncle. Les phares ont percé la pluie avant que je n'entende le moteur. Une Mercedes noire et élégante s'est arrêtée au bord du trottoir, et pendant un instant fou, j'ai cru que la famille de Gérald était revenue pour finir ce qu'elle avait commencé. La vitre du passager s'est abaissée, révélant un visage que je n'avais pas vu depuis près de 10 ans. Nathalie, monte vite. J'ai quelque chose d'important à te dire. Tante Rosemary, la sœur avec qui ma mère était brouillée, celle dont personne dans ma famille ne parlait jamais. Celle qui avait soi-disant fait fortune par des moyens douteux et avait disparu en Europe avant même que je ne termine le lycée. Tante Rosemary, qu'est-ce que tu... Les questions plus tard. Fais monter l'enfant dans la voiture, maintenant. Quelque chose dans sa voix m'a fait attraper nos valises et installer Maisie dans l'intérieur en cuir chaud sans un mot de plus. La voiture sentait le parfum de luxe et le chant des possibles, 2 choses qui avaient été absentes de ma vie depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Rosemary s'est éloignée du trottoir avant même que j'aie fini de boucler ma ceinture. Ses cheveux argentés étaient coupés en un carré strict, son maquillage impeccable malgré l'heure tardive. Des bracelets en or cliquetaient doucement à ses poignets tandis qu'elle naviguait avec aisance dans les rues inondées. « Comment savais-tu où nous trouver ?» ai-je réussi à articuler, ma voix rauque à cause de la dispute qui avait précédé notre expulsion. « Je gardais un œil sur toi, ma chérie. Depuis des années. J'avais quelqu'un qui surveillait la maison des Monroe quand je les ai vus jeter tes sacs dans la rue. J'ai suivi à distance. » Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé Maisie dans le rétroviseur. Ma fille s'était déjà endormie contre le siège chauffant, épuisée par les pleurs. Je sais ce qu'ils t'ont fait ce soir. Je sais ce qu'ils te font depuis que Gérald a disparu. Ma gorge s'est nouée. Alors tu en sais plus que ce que la police a jamais pris la peine de découvrir. La police est incompétente. Je ne le suis pas. Rosemary a pris l'autoroute en direction du nord, loin de la ville, loin de tout ce que j'avais connu. Je sais aussi quelque chose sur la disparition de ton mari que sa famille aimerait beaucoup garder secret. Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds d'implications que je n'étais pas sûre de vouloir comprendre. Que veux-tu dire ? Elle a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Je veux dire que Gérald Monroe n'a pas disparu, Nathalie. On l'a fait disparaître. Et sa famille aimante sait exactement ce qui lui est arrivé. Je devrais probablement expliquer comment j'ai fini par vivre chez mes beaux-parents. Ce n'était pas par choix.
Rien dans mon mariage avec Gérald ne l'a jamais vraiment été. Nous nous sommes rencontrés à un cocktail d'entreprise quand j'avais 23 ans, fraîchement diplômée en communication et avec assez de dettes étudiantes pour m'empêcher de dormir la nuit. Gérald avait 31 ans, beau d'une manière quelconque, et héritier de Monroe Industrial Supply, une entreprise qui fournissait des matériaux de construction à la moitié des chantiers du Nord-Ouest Pacifique. Il m'a courtisée avec une détermination si obstinée que j'ai prise pour de la passion. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Sa famille ne m'a jamais approuvée. Je ne venais de rien, après tout. Juste une fille d'un parc de mobil-homes qui s'était battue pour obtenir des bourses et faire des petits boulots pour payer ses études à l'université publique. Sa mère, Dorothy, me regardait comme si j'étais une saleté qu'elle venait de racler sous ses escarpins de créateur. Son père, Walter, reconnaissait à peine mon existence lors des réunions de famille. Sa sœur, Priscilla, faisait des commentaires désobligeants sur les croqueuses de diamants, et son frère, Franklin, riait de tout ce que Priscilla disait. Mais Gérald m'avait promis que les choses changeraient une fois que nous serions mariés. Il avait promis que sa famille finirait par m'accepter. Il avait promis beaucoup de choses. Ce que j'ai eu à la place, c'est une petite cérémonie à laquelle sa famille a refusé d'assister, un modeste appartement que sa mère qualifiait de honteux, et un mari qui travaillait 14 heures par jour pour construire une entreprise dont il ne serait jamais vraiment propriétaire. Car c'était l'autre chose que Gérald avait oublié de mentionner avant notre mariage. Il n'était pas l'héritier présomptif. C'était Franklin. Gérald n'était que le remplaçant, la roue de secours, toléré, mais jamais vraiment apprécié. Quand je suis tombée enceinte de Maisie, j'ai cru que ce serait sûrement la chose qui rallierait sa famille, leur premier petit enfant, une nouvelle génération de Monroe pour perpétuer le précieux nom de famille. La réponse de Dorothy a été d'exiger un test de paternité. Gérald a refusé de me le demander, ce qui, à l'époque, signifiait pour moi qu'il me faisait confiance. J'ai réalisé plus tard qu'il ne voulait simplement pas donner à sa mère la satisfaction d'être impliqué. Notre mariage était devenu une guerre d'usure contre sa famille, et je n'étais qu'un dommage collatéral. Puis Gérald a disparu, et tout s'est effondré. Rosemary nous a emmenés dans une maison à la montagne, un immense chalet en rondins qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en plusieurs vies. Elle avait du personnel, du vrai personnel, qui a pris nos vêtements mouillés, nous a apporté de la soupe chaude et a montré à Maisie une chambre avec un lit à baldaquin qui a fait s'écarquiller les yeux de ma fille d'émerveillement. Une fois Maisie endormie, Rosemary nous a versé à toutes les deux un verre de whisky et m'a fait asseoir devant un feu de cheminée crépitant. Ta mère et moi nous sommes disputés il y a des années, commença-t-elle en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Elle me trouvait imprudente, dangereuse. Elle n'avait pas entièrement tort, mais elle n'avait pas entièrement raison non plus. J'ai fait mon argent dans l'intelligence économique. En trouvant les secrets que les entreprises voulaient cacher et en m'assurant que ces secrets restaient cachés. Pour un certain prix. Ou pas, selon qui payait. Tu étais une espionne industrielle. Je préfère le terme de courtière en information. Mais oui, essentiellement. Elle prit une longue gorgée. Quand tu as épousé un Monroe, j'ai commencé à prêter attention. Ils ont une réputation dans certains cercles, Nathalie. Pas une bonne. J'ai pensé au sourire cruel de Dorothy, au grognement méprisant de Walter, à la gifle de Priscilla qui brûlait encore sur ma joue. J'en suis consciente. Tu es consciente de la surface. Ce que tu ne sais pas, c'est que Monroe Industrial Supply est en pleine hémorragie financière depuis des années. Walter a fait des investissements catastrophiques au début des années 2000. Et l'entreprise ne s'en est jamais remise. Ils se maintiennent à flot avec des prêts de prêteurs de plus en plus douteux, jonglant avec les dettes comme dans un jeu de bonne taux. Je n'en avais aucune idée. Gérald n'avait jamais discuté de finances avec moi. Une autre chose que j'aurais dû remettre en question. Gérald non plus, jusqu'à il y a environ 3 ans et demi. Il est tombé sur des irrégularités dans les livres de compte de l'entreprise, des divergences qui suggéraient que de l'argent était détourné là où il ne devait pas être. Il a confronté Franklin à ce sujet. Mon sang se glaça. Que s'est-il passé? Rosemary posa son verre et me regarda dans les yeux. Franklin a paniqué.
Walter s'en est mêlé, et Gérald est devenu un problème à résoudre. Le feu crépita dans le silence qui suivit. Dehors, la pluie s'était transformée en un doux clapotis contre les fenêtres. « Tu es en train de dire qu'ils l'ont tué ?» Les mots semblaient étrangers dans ma bouche, comme une langue que je ne parlais pas. Je dis que Gérald a découvert que sa famille blanchissait de l'argent pour une organisation criminelle basée à Vancouver depuis 15 ans. Je dis qu'il a menacé d'aller au FBI. Et je dis que 3 jours après cette menace, il a disparu sans laisser de traces. J'ai repensé à la nuit où Gérald est parti pour Seattle. Il avait embrassé Maisie 3 fois pour lui dire au revoir, ce que j'avais trouvé étrange à l'époque. Il m'avait serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Il m'avait dit qu'il m'aimait d'une manière qui sonnait presque comme des excuses. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? La police? N'importe qui? J'ai essayé. L'expression de Rosemary se durcit. Les Monroe ont des relations, Nathalie. Des relations profondes. La police locale, un juge ou deux, plusieurs représentants de l'État qui apprécient leur contribution de campagne. Mes preuves ont été rejetées comme les divagations d'une ancienne associée mécontente. C'est ainsi qu'ils m'ont dépeinte après que j'ai commencé à creuser trop profondément. Alors pourquoi venir me voir maintenant? Pourquoi me dire ça après 3 ans? Elle se pencha en avant, la lueur du feu dansant sur ses traits. Parce que la semaine dernière, Franklin Monroe a fait une erreur. Il est devenu négligent, trop à l'aise, certain que tous les problèmes avaient été réglés. Il a fait un virement sur le mauvais compte, un compte que je surveille depuis des années. Et maintenant j'ai la preuve. Une preuve documentée, irréfutable et poursuivable de tout ce que la famille Monroe a fait. Mes mains tremblaient. Je les ai enroulées autour de mon verre de whisky pour les calmer. Que as-tu besoin de moi? Ton témoignage, ta coopération, plus important encore, ta volonté de voir cette famille brûler pour ce qu'ils vous ont fait, à toi et à Gérald. Elle a sorti une épaisse enveloppe en papier craft de sa veste. J'ai aussi besoin que tu signes ces documents. Ils me donneront une procuration pour agir en ton nom dans certaines affaires juridiques. J'ai regardé l'enveloppe, puis ma tante. Quelles affaires juridiques? Gérald avait une assurance vie. 2 millions de dollars payables à toi en tant qu'épouse. Les Monroe bloquent le paiement depuis 3 ans, prétendant qu'il t'a abandonné et a donc renoncé à la police. Mais si nous pouvons prouver qu'il a été assassiné, ou même qu'un acte criminel est impliqué dans sa disparition, cette police redevient valide. Avec plusieurs autres créances financières que j'ai identifiées. 2 millions de dollars. Assez pour disparaître avec Maisie, pour tout recommencer quelque part loin de ce cauchemar. Assez pour donner à ma fille un avenir qui n'impliquait pas des arrêts de bus sous la pluie, des parents qui la poussaient dans les escaliers, et les Monroe. Rosemary a souri, et cette fois, il y avait quelque chose de féroce et de prédateur dans son expression. Laisse-les-moi. Les 6 mois suivants furent un tourbillon de documents juridiques, de réunions clandestines et de nuits blanches. Rosemary nous a installés, Maisie et moi, dans un modeste appartement à Portland sous un nom d'emprunt, payé de sa propre poche. Elle a inscrit Maisie dans une école privée où personne ne nous connaissait. Elle a engagé des avocats, des experts comptables et un détective privé nommé Denny, qui avait la personnalité d'un mur de briques mais possédait apparemment des compétences qui le rendaient inestimable. J'ai appris des choses sur la famille de mon mari qui m'ont rendu physiquement malade. Le blanchiment d'argent n'était que le début. Mais avant d'entrer dans tous ces détails, je dois expliquer ce que furent réellement ces 3 années passées sous le toit des Monroe, car ce contexte est important. Il explique pourquoi j'étais si brisée ce soir-là à l'arrêt de bus, et pourquoi les voir se faire arrêter m'a semblé être une bouffée d'oxygène après des années de noyade. Quand Gérald a disparu, je vivais encore dans notre appartement. La police est venue, a posé des questions, a pris des notes. Il semblait assez compétent au début. L'inspecteur Marlowe m'a assuré qu'il suivait toutes les pistes, vérifiait toutes les possibilités. Je l'ai cru parce que j'avais besoin de croire que quelqu'un faisait quelque chose. Puis Dorothy Monroe s'est présentée à ma porte. Elle n'a pas frappé. Elle avait une clé que Gérald lui avait donnée des années auparavant, malgré mes objections, et elle est simplement entrée pendant que je mettais Maisie à la sieste.
Je suis sortie de la chambre pour trouver ma belle-mère dans mon salon, examinant une photo encadrée de Gérald et moi lors de notre lune de miel. Il va falloir que tu déménages, dit-elle sans préambule. Cet appartement appartient à l'entreprise. Gérald étant parti, tu n'y as aucun droit. J'étais trop abasourdie pour répondre. Mon mari avait disparu depuis 9 jours. 9 jours de nuit blanche, d'appels sans réponse et de journalistes campant devant mon immeuble. Et voilà sa mère qui parlait d'immobilier. Je ne comprends pas, ai-je finalement réussi à dire. C'est simple, ma chère. Elle a reposé la photo et s'est tournée vers moi. L'appartement est un actif de l'entreprise. Tu n'es pas une employée de l'entreprise. Par conséquent, tu dois quitter les lieux. Gérald a disparu, Dorothy. Il pourrait être blessé quelque part. Il pourrait être. Je ne pouvais pas finir la phrase. Il pourrait être mort, dit-elle d'un ton sec. Oui, je suis consciente des possibilités, et c'est précisément pourquoi nous devons régler la situation financière maintenant, avant que les choses ne se compliquent. Maisie s'est mise à pleurer dans l'autre pièce, probablement dérangée par nos voix. Dorothy a jeté un regard vers le bruit avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Tu as 2 semaines, a-t-elle poursuivi. Après cela, l'entreprise entamera une procédure d'expulsion. Bien sûr, si tu préfères éviter tous ces désagréments, tu pourrais simplement emménager dans la maison principale. Il y a une suite d'invités dans l'aile qui serait adéquate pour toi et l'enfant. J'aurais dû dire non. Chaque instinct en moi hurlait qu'accepter cette offre serait une erreur catastrophique. Mais j'étais épuisée, terrifiée et complètement seule. Mes parents étaient décédés des années auparavant, à quelques mois d'intervalle. Je n'avais ni frères et sœurs, ni amis proches qui pouvaient nous accueillir. La seule famille qu'il me restait était celle de Gérald. Alors, j'ai dit oui. Et j'ai passé les 3 années suivantes à le regretter chaque jour. Vivre avec les Monroe, c'était comme être lentement empoisonné. Rien n'était jamais assez ouvertement cruel pour qu'on puisse le pointer du doigt et dire « c'est de la maltraitance ». C'était plutôt un millier de petites humiliations, un mépris constant distillé au goutte à goutte qui m'a usé jusqu'à ce que je me reconnaisse à peine. Dorothy contrôlait tout, l'heure à laquelle nous mangions, ce que Maisie avait le droit de regarder à la télévision, les pièces que nous pouvions utiliser et celles qui étaient interdites. Elle critiquait mon rôle de mère, mon apparence, ma cuisine, mon éducation, mes origines. Elle me rappelait quotidiennement que j'étais une invitée dans sa maison, que tout ce que j'avais venait de la générosité des Monroe. Walter nous ignorait en grande partie, ce qui était presque un soulagement. Il passait le plus clair de son temps dans les bureaux de l'entreprise ou enfermé dans son bureau avec des bouteilles de scotch qui apparaissaient et disparaissaient comme par magie. Les rares fois où il reconnaissait mon existence, c'était généralement pour grogner quelque chose sur le mauvais jugement de Gérald d'avoir épousé une femme d'un rang inférieur. Priscilla était la pire. Elle était revenue vivre à la maison après son 2e divorce. Les Monroe n'en parlaient pas, mais j'ai cru comprendre que son ex-mari avait reçu une somme considérable pour garder certains détails privés, et elle semblait considérer que me tourmenter était son principal divertissement. Elle cachait mes affaires et prétendait ne pas savoir où elles étaient passées. Elle disait à Maisie que son père s'était probablement enfui parce qu'il ne nous aimait pas. Elle a accidentellement renversé du café sur la seule belle robe que je possédais, celle que j'avais prévu de porter au service commémoratif de Gérald organisé par l'entreprise. Franklin était plus subtil dans sa cruauté. Il me regardait avec des yeux froids qui me donnaient la chair de poule. Il posait des questions indiscrètes sur mon mariage, sur le comportement de Gérald avant sa disparition, sur le fait de savoir si mon mari avait semblé troublé ou désespéré. À l'époque, je pensais qu'il faisait son deuil à sa manière, essayant de comprendre ce qui était arrivé à son frère. Maintenant, je sais qu'il vérifiait si Gérald m'avait dit quelque chose, si je représentais une menace pour les secrets de la famille. Au milieu de tout cela, Maisie souffrait. Elle est passée d'une fillette de 3 ans joyeuse et extravertie à une enfant renfermée et anxieuse qui sursautait au bruit fort et faisait des cauchemars où des monstres emmenaient son papa. Les Monroe m'ont blâmé pour ses problèmes, bien sûr. Dorothy a suggéré plus d'une fois que Maisie serait mieux en pension, quelque part où elle pourrait recevoir une structure et une discipline appropriées. J'ai refusé.
C'était la seule ligne que je ne les laisserais pas franchir. Ils pouvaient m'humilier, me rabaisser, me traiter comme une servante dans leur immense manoir. Mais Maisie était à moi, et je la protégerais avec le peu de force qu'il me restait. Le point de rupture est survenu le jour du 6e anniversaire de Maisie. J'avais prévu une petite fête, juste quelques enfants de son école, un gâteau, peut-être une sortie au parc. Dorothy a opposé son veto à tout cela. Pas d'enfants étrangers dans la maison, a-t-elle déclaré. Pas de désordre, pas de bruit, pas de perturbation de la routine de la maison. Maisie pourra avoir du gâteau après le dîner avec la famille, et ce sera suffisant. J'ai essayé d'argumenter. Dorothy a répondu en me rappelant que je vivais sous son toit, grâce à sa charité, et que si les règles ne me plaisaient pas, j'étais libre de trouver un autre logement. Le dîner d'anniversaire de Maisie fut donc une affaire sinistre. Dorothy s'est plainte du gâteau que j'avais préparé. Trop sucré, trop simple, pas approprié pour une occasion Monroe. Priscilla a offert à Maisie une robe de 2 tailles trop petite et Harry quand elle ne lui allait pas. Franklin n'a même pas pris la peine de venir. Walter s'est endormi à table avant que nous n'ayons fini de manger. Après le dîner, j'ai emmené Maisie dans notre chambre et je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Elle ne comprenait pas pourquoi sa grand-mère était si méchante. Elle ne comprenait pas pourquoi son papa ne rentrait jamais. Elle ne comprenait pas pourquoi nous devions vivre avec des gens qui la faisaient se sentir petite, effrayée et indésirable. J'ai pris une décision cette nuit-là. J'ai commencé à chercher du travail, des appartements, n'importe quelle issue pour sortir de cette maison. J'ai postulé à des dizaines de postes, envoyé mon CV à toutes les entreprises du Nord-Ouest Pacifique. J'ai commencé à emballer secrètement nos affaires les plus importantes, cachant des valises au fond de mon placard. Dorothy l'a découvert, bien sûr. Elle découvrait tout. L'une des femmes de ménage lui faisait directement son rapport, et mes recherches sur l'ordinateur étaient apparemment surveillées. La confrontation a eu lieu 3 jours avant que nous ne nous retrouvions à cet arrêt de bus. Dorothy m'a convoquée dans le salon de réception, comme une reine accordant une audience à un sujet désobéissant. « Je comprends que vous avez fait des projets, » dit-elle, chaque syllabe glaciale. Je n'ai pas nié. C'était inutile. Je dois construire une vie pour Maisie. Une vraie vie, loin d'ici. Une vraie vie. Le rire de Dorothy était sec et amer. Avec quel argent? Quelle référence? Qui penses-tu embauchera la femme d'un homme qui a disparu dans des circonstances suspectes? Qui penses-tu louera un appartement à une femme sans revenu, sans historique de crédit, sans relation familiale? Je trouverai un moyen. Tu ne trouveras rien. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins manucurés dont l'entretien annuel coûtait plus que ce que j'avais gagné dans toute ma vie. Vous semblez vous méprendre sur la situation, Nathalie. Vous semblez croire que vous avez des options. Vous n'en avez pas. Vous appartenez à cette famille maintenant. Que cela vous plaise ou non, Gérald s'en est assuré en vous épousant. Gérald est parti. Gérald est mort. Elle se retourna pour me faire face. Et pour la première fois, j'ai vu autre chose que du mépris dans ses yeux. Quelque chose comme de la peur. Il est mort depuis 3 ans. Et plus tôt vous l'accepterez, mieux ce sera. La question est de savoir ce que nous allons faire de vous maintenant. Je ne suis pas un problème à résoudre, Dorothy. Si, vous l'êtes. Vous êtes un problème depuis le jour où Gérald vous a ramené à la maison. Une petite croqueuse de diamants vulgaire qui a réussi à convaincre mon fils qu'elle valait la peine de détruire son avenir. Elle s'est approchée et je pouvais sentir son parfum, capiteux et cher. Mais vous êtes aussi la mère de ma petite fille. Maisie a du sang Monroe, indépendamment de votre contribution. Et je ne vous permettrai pas de l'emmener loin de cette famille. La menace était claire. Si j'essayais de partir avec Maisie, les Monroe se battraient contre moi. Ils avaient des avocats, des relations, des ressources que je ne pouvais même pas imaginer. Ils pouvaient me traîner dans des batailles pour la garde pendant des années, me dépeindre comme une mère indigne, m'enlever ma fille simplement parce qu'ils avaient l'argent pour me tenir tête. J'aurais dû me sentir vaincue. 3 ans de dégradation systématique auraient dû me briser complètement. Au lieu de cela,
j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Une clarté. Une clarté froide, nette, absolue. Les Monroe avaient peur de moi. Pas de ce que je pouvais faire maintenant, mais de ce que je pourrais découvrir. Ils cachaient quelque chose sur la disparition de Gérald. Quelque chose d'assez gros pour qu'ils soient prêts à me garder prisonnière plutôt que de risquer que je tombe dessus. J'ai souri à Dorothy, et pendant un instant, j'ai vu son sang-froid se fissurer. Je resterai, ai-je dit doucement. Pour l'instant. Mais ce n'est pas fini, Dorothy. Vous n'allez pas nous traiter comme ça pour toujours. Elle s'est rapidement reprise, son masque se remettant en place. Nous verrons bien. 3 jours plus tard, elle a quand même donné l'ordre de nous jeter dehors. Je n'ai jamais su ce qui avait changé. Avais-je trop insisté? Avait-il décidé que je savais quelque chose que je ne savais pas? Ou Dorothy ne pouvait-elle tout simplement plus supporter ma vue? Franklin et Priscilla se sont présentés dans notre chambre à 7 heures du matin, m'ont dit que j'avais 15 minutes pour faire mes bagages, et nous ont escortés physiquement jusqu'à la porte d'entrée. C'est là que Priscilla m'a giflé. C'est là que Franklin a poussé Maisie dans les escaliers, 4 marches en béton qui auraient pu lui briser le cou, qui lui ont laissé des bleus sur les bras et les genoux qui ont mis des semaines à guérir. C'est là que Walter a jeté nos valises dans la rue et que Dorothy s'est tenue sur le seuil, souriante, en me disant de ne jamais revenir. Je n'avais rien. Pas d'argent, pas de plan, aucune idée de l'endroit où nous allions dormir cette nuit-là. Juste 2 valises, une enfant traumatisée, et une rage si brûlante que c'était la seule chose qui me tenait chaud. Et puis Rosemary est apparue, tel un ange vengeur dans une Mercedes, offrant des réponses que je ne savais même pas que je cherchais. Walter Monroe avait fait des affaires avec un homme nommé Victor Hang, un contrebandier basé à Vancouver qui trafiquait de tout, des articles de luxe contrefaits à la traite d'êtres humains. Les camions de Monroe Industrial Supply transportaient plus que des matériaux de construction à travers la frontière depuis des années. Gérald l'avait découvert par accident en remarquant des livraisons qui ne correspondaient pas à leur facture. Il avait fait ce qu'il fallait, ou du moins essayé, et son propre sang l'avait éliminé pour cela. Denny a finalement trouvé un témoin. Un camionneur nommé Earl Patterson, qui avait été payé 50 000 $ pour conduire une voiture de location jusqu'à une aire de repos près de Portland et l'y laisser avec les affaires de Gérald à l'intérieur. On avait dit à Earl qu'il aidait à monter une fraude à l'assurance. Il ne savait pas que Gérald était déjà mort depuis 2 jours lorsqu'il a fait ce trajet, tué par Franklin Monroe lui-même dans l'entrepôt derrière le principal centre de distribution de la famille. Earl était prêt à témoigner. Il avait récemment trouvé la foi après une crise cardiaque quasi fatale, et le poids de ce à quoi il avait participé sans le savoir l'écrasait depuis des années. Il voulait soulager sa conscience, réparer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Rosemary a présenté tout cela à un procureur fédéral de confiance, un qui n'avait pas été acheté par les Monroe. En quelques semaines, un grand jury a été convoqué en secret. Des actes d'accusation ont été rédigés. Des agents du FBI ont commencé à surveiller chaque membre de la famille Monroe. Et pendant tout ce temps, j'ai attendu. J'ai aidé Maisie à faire ses devoirs. J'ai préparé les dîners dans notre petite cuisine. J'ai essayé de construire quelque chose qui ressemblait à une vie normale tout en sachant qu'une avalanche était sur le point de s'abattre sur les personnes qui avaient détruit tout ce que j'avais autrefois. Les arrestations ont eu lieu un mardi matin d'avril, presque exactement 3 ans et 6 mois après que Gérald m'ait embrassé pour la dernière fois. Rosemary m'a appelé à 6 heures du matin, avant que la nouvelle ne soit diffusée. « Allume la télévision », a-t-elle dit. « Tu vas vouloir voir ça. » J'ai regardé les agents du FBI envahir la propriété de la famille Monroe. J'ai vu Dorothy sortir, menottée, ses cheveux parfaitement coiffés en désordre, son visage un masque d'incrédulité. J'ai vu Walter descendre les marches du perron en titubant, l'air plus vieux que dans mon souvenir, son arrogance enfin dépouillée. J'ai vu Priscilla crier des obscénités aux caméras pendant que des agents la faisaient monter dans un SUV noir. J'ai vu Franklin, l'assassin de Gérald, l'oncle de ma fille, être traîné hors de la maison en robe de chambre, le visage pâle alors qu'il réalisait que sa chance avait finalement tourné. Le présentateur du journal a parlé de l'une des plus grandes affaires RICO de l'histoire du Nord-Ouest Pacifique. Blanchiment d'argent,
association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, obstruction à la justice, fraude fiscale, fraude électronique. La liste des chefs d'accusation a duré plusieurs minutes. Maisy est entrée dans le salon en se frottant les yeux. « Maman, pourquoi mamie et papy sont à la télé ?» Je l'ai prise sur mes genoux et je l'ai serrée fort. « Parce qu'ils ont fait de très mauvaises choses, ma chérie, et maintenant ils doivent en répondre. » « Est-ce qu'ils vont aller en prison ? » ?»« Oui, mon bébé. Ils vont partir pour très longtemps. » Elle est restée silencieuse un instant, traitant l'information comme seuls les enfants peuvent le faire. « Tant mieux, » a-t-elle finalement dit. Ils étaient méchants. Je ne les aimais pas de toute façon. J'ai embrassé le sommet de sa tête et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Quelque chose qui était resté tendu pendant 3 ans, m'étouffant lentement. Pour la première fois depuis la disparition de Gérald, je pouvais respirer. Les procès ont duré près d'1 an. J'ai témoigné 3 fois. Une fois pour le procès pour meurtre de Franklin, une fois pour l'affaire Rico contre l'entreprise familiale, et une fois pour une procédure civile concernant la succession de Gérald. Chaque fois, je me suis assise à la barre des témoins, j'ai regardé les gens qui m'avaient traité comme un déchet, qui avaient volé mon mari et essayé de voler l'avenir de ma fille, et j'ai dit la vérité. Dorothy ne pouvait pas soutenir mon regard. Walter me foudroyait d'une rage impuissante. Priscilla marmonnait des menaces que les huissiers faisaient semblant de ne pas voir. Franklin se contentait de fixer la table devant lui, vaincu, sachant déjà comment cela se terminerait. Les verdicts sont tombés un par un. Franklin, coupable de meurtre au second degré, condamné à 25 ans de prison à perpétuité. Walter, coupable de multiples accusations Rico, condamné à 18 ans. Dorothy, coupable de complot et d'obstruction, condamnée à 12 ans. Priscilla, coupable de blanchiment d'argent et de complot, condamnée à 8 ans. Pendant le procès de Franklin, quelque chose de remarquable s'est produit. Son avocat de la défense, un requin hors de prix nommé Theodore Blackburn, qui avait fait acquitter d'innombrables criminels fortunés au fil des ans, a tenté de me dépeindre comme un témoin non fiable. Il a suggéré que j'avais fabriqué des preuves avec ma tante, que nous étions motivés par la cupidité et la vengeance, que toute l'affaire était un complot contre une famille d'affaires respectable. La procureure, une femme féroce nommée Adrienne Santos, qui avait fait sa carrière en démantelant des réseaux de crime organisé, m'avait préparé à cela. Nous avions répété tous les angles d'attaque possibles, toutes les sales combines que la défense pourrait essayer. Mais rien ne m'avait préparé à ce que Franklin a fait lui-même. Il a pris la barre, contre l'avis de ses avocats. Blackburn a tout essayé pour l'en empêcher, mais Franklin a insisté. Il voulait raconter sa version de l'histoire. Il prétendait vouloir que le jury comprenne. Ce qu'il voulait vraiment, c'était me blesser une dernière fois. Gérald m'a appelé cette nuit-là, a témoigné Franklin, sa voix calme et mesurée. Il était hystérique. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose sur l'entreprise, quelque chose avec lequel il ne pouvait pas vivre. Il a dit qu'il allait en finir. J'ai essayé de le raisonner, mais il n'a rien voulu entendre. La salle d'audience est devenue silencieuse. Je pouvais sentir les yeux des jurés passer de Franklin à moi. Je l'ai trouvé dans l'entrepôt, a poursuivi Franklin, un tremblement dans la voix. Étudié, ai-je réalisé, répété comme tout le reste de l'image publique de la famille Monroe. Il s'était tiré une balle. Mon frère, mon meilleur ami, était mort de sa propre main. J'ai paniqué. Je ne voulais pas que notre famille souffre de la stigmatisation du suicide. Je ne voulais pas que sa fille grandisse en sachant que son père l'avait abandonnée. Alors j'ai pris une terrible décision. J'ai fait croire qu'il avait disparu. C'était un mensonge brillant. Il expliquait les preuves tout en rejetant la faute sur Gérald, tout en dépeignant Franklin comme un frère mal avisé essayant de protéger l'honneur de la famille plutôt qu'un tueur de sang-froid. J'ai regardé les visages des jurés et j'ai vu le doute s'installer. Puis Adrienne Santos s'est levée pour le contre-interrogatoire. Monsieur Monroe, commença-t-elle, sa voix faussement douce. Vous avez témoigné que votre frère vous a appelé dans la nuit du 15 mars. Est-ce exact? Oui. Et vous prétendez qu'il était suicidaire. Qu'il était en extrême détresse.
Oui. Je vois. Santos s'est approché de sa table et a pris un document. Votre honneur, je voudrais verser au dossier les relevés téléphoniques de l'accusé du 15 mars, précédemment soumis comme pièce à conviction 47. Blackburn a objecté. Le juge a rejeté l'objection. Monsieur Monroe, selon vos relevés téléphoniques, vous n'avez reçu aucun appel de votre frère le 15 mars. En fait, le dernier appel entre vos téléphones a eu lieu le 12 mars, 3 jours plus tôt. Elle a fait une pause, laissant cela faire son effet. Souhaitez-vous revoir votre témoignage? Le sang-froid de Franklin s'est légèrement fissuré. Il doit y avoir une erreur dans les relevés. Une erreur? Je vois. Santos a posé le document et en a pris un autre. Parlons de l'entrepôt où vous prétendez avoir trouvé le corps de votre frère. Les images de surveillance de cette installation vous montrent entrant à 23h47 le 15 mars. Vous portez ce qui semble être un grand sac de sport. Pouvez-vous dire au jury ce qu'il y avait dans ce sac? Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous souvenez pas de ce que vous transportiez dans l'entrepôt où vous auriez découvert le suicide de votre frère? C'était il y a 3 ans. On ne peut pas s'attendre à ce que je me souvienne de chaque détail. Santos a souri, et cela m'a rappelé le sourire de Rosemary. Prédateur, certain, patient. Peut-être que ceci vous rafraîchira la mémoire. Elle a diffusé les images de surveillance sur les écrans de la salle d'audience. Franklin entrant dans l'entrepôt avec un sac de sport. Franklin en sortant 2 heures plus tard, sans le sac. Et puis à 3h15 du matin, Franklin revenant avec un autre homme, identifié plus tard comme Earl Patterson, et chargeant quelque chose de lourd dans le coffre d'une voiture. Monsieur Monroe, pouvez-vous expliquer pourquoi vous chargez ce qui semble être un objet de la taille d'un corps dans un véhicule 4 heures après avoir prétendument découvert le suicide de votre frère? L'avocat de Franklin a demandé une suspension de séance. Le juge l'a refusé et Franklin, confronté à des preuves qu'il ne pouvait expliquer, a finalement craqué. Il n'a pas avoué, pas exactement. Il a cessé de parler, a refusé de répondre à d'autres questions, est resté assis à la barre des témoins, le regard vide, pendant que son avocat tentait désespérément de sauver les meubles. Mais le mal était fait. Le jury avait vu ses mensonges s'effondrer en temps réel. Le verdict de culpabilité est tombé en moins de 4 heures. Après le prononcé de la sentence, alors que les gardes emmenaient Franklin menotté, il est passé devant l'endroit où j'étais assise dans la galerie. Il s'est arrêté un instant et a croisé mon regard. « Tu crois que tu as gagné » a-t-il murmuré. « Mais tu ne connaîtras jamais la paix. » Je m'en assurerai. Un garde l'a poussé en avant que je puisse répondre. Je l'ai regardé disparaître par une porte latérale, et je n'ai rien ressenti. Ni peur, ni satisfaction, ni rage. Juste un vide là où la haine avait vécu si longtemps. Rosemary m'attendait dehors. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a prise dans ses bras, la première fois qu'elle le faisait. C'est normal, a-t-elle dit doucement. L'engourdissement. Après s'être battue si longtemps, il faut du temps pour se souvenir comment ressentir autre chose. Est-ce que ça va mieux après? Ça devient différent. Puis, finalement, oui, ça va mieux. Je me suis appuyée contre elle et je me suis permis de la croire. Après le prononcé de la dernière sentence, je suis sortie du palais de justice sous le soleil printanier. Rosemary m'attendait sur les marches, impeccable comme toujours dans un tailleur crème. C'est fini, a-t-elle dit. C'est fini. Nous sommes restés là un moment, regardant les journalistes se précipiter vers leurs camionnettes, les avocats se concerter avec leurs mallettes, les rouages de la justice enfin, tardivement, se mettre en marche. « Que vas-tu faire maintenant ?» a demandé Rosemary. J'ai pensé à l'indemnité d'assurance vie qui avait finalement été débloquée. 2 millions de dollars, plus 3 autres millions du procès civil contre la succession des Monroe. J'ai pensé à la maison pour laquelle j'avais déjà versé un acompte, un bungalow de style craftsman dans un quartier calme avec de bonnes écoles et un jardin assez grand pour une balançoire. J'ai pensé à Maisie, qui avait recommencé à sourire, qui ne sursautait plus quand les adultes élevaient la voix. Je vais vivre, ai-je dit. Vraiment vivre, pour la première fois de ma vie. Je vais élever ma fille dans un endroit sûr, loin de tout ça.
Je vais planter un jardin, apprendre à peindre et faire toutes les choses pour lesquelles je n'ai jamais eu le temps quand j'essayais juste de survivre. Rosemary a hoché lentement la tête. Gérald aurait voulu ça. C'était un homme bon, sous tout le bagage familial. Il méritait mieux que ce qu'il a eu. Il méritait de voir sa fille grandir. Ma voix s'est légèrement brisée. Il méritait de savoir qu'à la fin, la vérité a éclaté. La vérité finit toujours par éclater, a dit Rosemary en me serrant la main. Parfois, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour trouver son chemin. Je suis retournée une fois à cet arrêt de bus sur Peterton Avenue, environ 2 ans après la fin des procès. Je ne sais pas pourquoi je me sentais obligée d'y retourner. Peut-être avais-je besoin de voir que ce n'était qu'un arrêt de bus, juste un coin de rue avec un banc et un horaire délavé affiché derrière un plastique fissuré. Peut-être avais-je besoin de me prouver qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Maisie avait 10 ans à l'époque, grande pour son âge avec les yeux de Gérald et mon menton têtu. Elle m'a tenu la main alors que nous nous tenions là, sous le soleil de l'après-midi, à regarder les bus aller et venir. « C'est ici que tante Rosemary nous a trouvés ?» a-t-elle demandé. « C'est l'endroit. » Elle a regardé autour d'elle, observant la rue ordinaire, les bâtiments ordinaires, les gens ordinaires vaquant à leurs occupations ordinaires. Ça n'a pas l'air effrayant. Ce n'est pas l'endroit qui était effrayant, ma chérie. C'était la situation. Et les situations peuvent changer. Elle a réfléchi à cela avec un sérieux qui me faisait toujours sourire. Parce que nous les avons changés. Parce que nous avons eu de l'aide pour les changer, et parce que nous n'avons pas abandonné. Un bus s'est arrêté, les portes s'ouvrant dans un sifflement. Une femme est descendue avec 2 enfants, les guidant vers un immeuble d'appartements voisins. Juste une autre famille vivant sa vie, faisant face à ses propres luttes invisibles. Maman. Maisie a tiré sur ma main. Oui, mon bébé. On peut rentrer à la maison maintenant? Tu as promis qu'on ferait des cookies. J'ai ri, le son plus facile qu'auparavant. Pépites de chocolat ou flocons d'avoine et raisins secs? Les deux, a-t-elle dit fermement. Les deux, alors. Nous sommes retournés à notre voiture, garée dans une rue latérale à quelques pâtés de maison. Le soleil était chaud sur mon visage, et quelque part au loin, j'entendais des enfants jouer dans un parc. Dorothy Monroe en était à sa 3e année de prison. Walter avait eu un accident vasculaire cérébral en prison et avait été transféré dans un établissement médicalisé. Priscilla s'était vue refuser la libération conditionnelle 2 fois. Franklin serait éligible pour sa première audience dans une autre décennie, en supposant qu'il survive aussi longtemps dans un pénitencier fédéral où ses crimes étaient bien connus. Je ne ressentais aucune joie de leur souffrance. Je m'y attendais, je l'avais imaginé pendant ces jours sombres sous la pluie, pendant ces mois de préparation, pendant ces heures interminables de témoignages. Mais quand le moment est venu, quand je les ai vus emmenés, enchaînés, ce que j'ai ressenti était plus proche du soulagement. Le poids que je portais depuis si longtemps avait enfin disparu, réparti entre les procureurs, les juges et les établissements correctionnels qui s'en occuperaient à partir de maintenant. Gérald a été déclaré légalement mort 3 ans après sa disparition, et j'ai organisé un petit service commémoratif avec juste moi, Maisie et Rosemary. Nous avons dispersé ses cendres dans les montagnes qu'il avait tant aimées, les mêmes montagnes où Rosemary m'avait offert un abri la pire nuit de ma vie. Maisie a dessiné un portrait de son père et l'a enterré sous un pin. J'ai dit adieu à un homme que j'avais aimé malgré tout, dont le seul crime avait été d'essayer de faire ce qui était juste. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Elle venait de l'établissement correctionnel où Dorothy Monroe purgeait sa peine, transmise par plusieurs adresses avant de finalement m'atteindre. À l'intérieur, une seule feuille de papier couverte d'une écriture serrée que je reconnaissais pour l'avoir vue sur des années de cartes d'anniversaire et de vœux de Noël passifs-agressifs. Je sais que tu penses avoir gagné, avait écrit Dorothy. Je sais que tu penses que justice a été rendue et que tu peux continuer avec ta conscience tranquille et ton argent volé. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je veux que tu saches que Franklin n'a pas tué Gérald. Il était déjà mort quand Franklin l'a trouvé. Il s'est suicidé, Nathalie. Ton mari parfait s'est mis un pistolet dans la bouche et a appuyé sur la gâchette parce qu'il ne pouvait pas supporter la pression de ce qu'il avait découvert.
Nous avons tout couvert pour protéger la famille, pour vous protéger, toi et ton enfant, de la vérité. Alors profite de ta victoire. Sache juste qu'elle est bâtie sur un mensonge. J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant la manipulation que je savais devoir s'y trouver. Dorothy n'avait jamais rien fait dans sa vie qui ne soit calculé pour un maximum de dégâts. C'était sa dernière tentative pour me blesser, pour planter une graine de doute qui grandirait et s'infecterait. J'ai pensé au dernier matin de Gérald, aux 3 baisers pour Maisie, à la longue étreinte, aux excuses dans ses yeux. J'ai pensé au témoignage d'Earl Patterson, à sa certitude concernant la chronologie, l'argent, tout ce dont il avait été témoin. J'ai pensé aux preuves de Rosemary, méticuleusement recueillies pendant des années. Puis je me suis dirigé vers la cheminée de ma belle maison de style craftsman et j'ai brûlé la lettre de Dorothy jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Certains mensonges sont évidents, certaines vérités sont douloureuses, et certaines histoires, j'ai appris, appartiennent aux gens qui les vivent. Maisie a appelé de la cuisine, me demandant si je voulais l'aider avec son projet de science, une maquette du système solaire faite de boules de polystyrène peintes. J'ai rangé le briquet dans le tiroir et je suis allé rejoindre ma fille, laissant les cendres refroidir dans l'âtre. Dehors, le printemps commençait à se transformer en été. Le jardin que j'avais planté commençait à fleurir. La vie, comme toujours, allait de l'avant. Et quelque part dans une cellule de prison, Dorothy Monroe apprenait ce que je savais depuis cette nuit à l'arrêt de bus, debout sous la pluie, avec tout ce que je possédais à mes pieds et ma fille frissonnant contre ma jambe. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce n'est pas un nom, ni une fortune, ni un héritage bâti sur des secrets et des crimes. La famille, ce sont ceux qui sont là quand on n'a plus rien. La famille, ce sont ceux qui vous croient quand le monde vous dit d'abandonner. La famille, ce sont ceux qui vous aident à retrouver votre chemin hors des ténèbres. Les Monroe n'ont jamais compris ça. Ils pensaient que le pouvoir venait de l'argent, de l'influence, de la capacité à faire disparaître les problèmes. Ils avaient tort. Le pouvoir vient de la vérité. Et la vérité, comme Rosemary me l'a dit un jour, finit toujours par éclater. Elle a juste parfois besoin d'un petit coup de pouce. Mise à jour, 1 an plus tard. Pour tous ceux qui demandent, mais y va très bien. Elle est en 4e année maintenant, équivalent du CM1 en France, obsédée par la biologie marine, et m'a informé qu'elle prévoit de devenir chercheuse spécialiste des dauphins quand elle sera grande. Nous avons adopté un chien il y a 6 mois, un ridicule golden retriever nommé Captain qui se prend pour un chien de salon malgré ses 32 kilos. Rosemary nous rend visite tous les quelques mois. Elle est principalement à la retraite maintenant, bien qu'elle garde la main dans certaines activités dont elle refuse de discuter en détail. Elle apprend les échecs à Maisie et perd de manière spectaculaire, ce qui, je soupçonne, est délibéré. Je ne me suis jamais remariée. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux. La plupart du temps, j'essaie simplement d'apprécier les jours calmes et ordinaires qui me semblaient autrefois si impossibles. Préparer le petit déjeuner, aider aux devoirs, regarder Captain courir après sa queue dans le jardin pendant que Maisie rit. Dorothy est morte en prison le mois dernier. Crise cardiaque selon le rapport officiel. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle. Walter l'a suivi 2 semaines plus tard, comme s'il ne pouvait supporter d'exister dans un monde sans sa méchanceté pour le soutenir. Franklin reste incarcéré. Priscilla a été libérée plus tôt pour bonne conduite et a déménagé en Floride, où l'on m'a dit qu'elle travaille chez un concessionnaire automobile et ne parle à personne de sa vie antérieure. Quant à moi, je suis exactement là où j'ai toujours voulu être. À la maison, avec ma fille, à construire une vie qui nous appartient entièrement. Parfois, tard dans la nuit, je pense à cet arrêt de bus, à la pluie, à quel point j'ai été proche d'abandonner, d'accepter que les Monroe avaient gagné, qu'il n'y avait pas de justice pour les gens comme moi. Puis je me souviens des phares perçant l'obscurité, d'une vitre qui s'abaisse, d'une voix qui dit « Monte vite. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Et je suis reconnaissante, encore et toujours, pour la famille. La vraie, celle qui compte. Fin.